Bonjour, nouvelle vidéo, une vidéo de code cette fois-ci. J'ai encore des projets d'impression 3D, on verra ça plus tard. Ici, un petit truc 100% code où je vous donne toutes les billes depuis le début jusqu'à la réalisation finale. On va faire un compte à rebours en fait. Il se trouve que bientôt commencent les Jeux Olympiques de Tokyo, un événement qui m'intéresse beaucoup. Et donc, ce que j'ai prévu de faire, c'est un petit compteur qui se met, un compte à rebours qui se met dans l'écran par au-dessus des autres applications et qui reste là en permanence. Il sera agrémenté d'une image d'un logo des JO de Tokyo et c'est quelque chose qui sera réutilisable pour n'importe quel événement. Que vous avez un mariage, des vacances, tout ça. Si vous voulez un petit peu garder un œil dessus pour savoir quand ça va venir, pour faire monter la hype, comme on dit, c'est pas mal. Alors moi je fais ça depuis très longtemps, très longtemps. Même avant je faisais ça de façon non informatisée quand j'étais à l'école. Donc à chaque fois que j'ai un événement comme ça qui arrive et que je veux bien surveiller, je fais ce petit système et là on va en voir un assez simple. On va utiliser du XAML et du C#, vous inquiétez pas, on va voir tout ça. On va fitter ça avec des éléments qui sont open source ou gratuits, pas de souci. Ça peut être fait sur PC Windows ou sous Linux ou sous Macintosh, peu importe. Peut-être le logiciel de dessin, je suis pas sûr qu'il soit disponible sur toutes les plateformes, mais en tout cas, le logiciel de code et le framework, tout ça, c'est disponible partout. Donc pas de souci, j'ai le dessin, vous trouverez un autre, et si de toute façon vous préférez en utiliser un autre, il n'y a pas de souci. Alors, première chose, on va passer, il nous faut un logo. Il nous faut un logo pour que ce soit joli, hein, on veut faire quelque chose qui soit esthétique. Donc on va aller chercher un logo sur internet, et puis on va l'adapter à notre besoin. Ok, on passe sur le navigateur, et on va chercher Tokyo 2020. On veut une image, on veut qu'elle soit transparente. Super, on prend la première, hop, elle est bien transparente, on la copie. Et maintenant on va aller sur le logiciel de dessin. Et on va mettre celle-là. Alors je vais la redimensionner parce qu'elle est trop grande. D'abord je vais ajouter des bords. Voilà, alors ça fait des petits bords, mais ça ira. Maintenant, on va la redimensionner. On va rajouter un bord en bas pour afficher le compteur. J'enregistre le fichier. Ah, pour l'enregistrer, il faut d'abord que je crée le projet, ce serait un petit peu mieux. Donc, je vais faire annuler, je vais créer le projet. Alors, pour créer le projet, on va aller sous DOS. Voilà, donc je vais utiliser donc le .NET Framework. Donc le .NET Framework, je vais utiliser le 5. Je vais vous mettre le lien en description pour savoir le récupérer. De même que VS Code qu'on va voir après qui est l'éditeur. Et Paint.NET aussi. Hein. Donc on fait .NET New, le type de projet qu'on veut. Donc moi je veux du WPF. Si vous ne savez pas, vous faites -- list. Et il vous donne les templates qui sont disponibles. Donc moi je vais faire un New WPF. C'est ce qui va me permettre d'avoir une présentation en XAML. Et je vais lui donner un nom pour créer un dossier au passage et un namespace. Je vais l'appeler Counter YouTube, non pas Counter Strike. Ok, entrée. Voilà, ça me crée le projet. Ensuite, je lance code en faisant code point. Ce que je ne fais pas ici parce que j'ai déjà préparé mes fenêtres pour l'enregistrement et ça va poser problème. Donc, je vais juste basculer dans VS Code. Voilà. Et je vais ouvrir le fichier, le dossier directement ici. Voilà, il m'a créé tout ce que je voulais à l'intérieur. Je vais y venir y mettre mon logo. Et on viendra après regarder le contenu de ça. Donc on repasse sur Paint. Et on enregistre. Voilà, j'ai mon logo PNG qui est disponible. Je vais repasser dans VS Code. Hop, transition. On est dans VS Code. Dans VS Code, on voit que le fichier s'est ajouté ici. Donc tous ces fichiers-là, ils ne vont pas tous nous intéresser. Ce sera peut-être l'objet d'une vidéo un jour d'expliquer tout ça. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est le fichier main Windows, qui est la fenêtre principale de l'application, .xaml, qui est son aspect graphique, sa définition, sa description, et le xaml.cs, qui est le code qui est associé. Donc je prends le main Windows XAML et à l'intérieur, on obtient la définition de la fenêtre. Vous voyez, c'est une balise avec à l'intérieur un conteneur vide de type grid. Il y en existe plusieurs, c'est pas le sujet.
Première chose qui va m'intéresser, c'est d'adapter ma fenêtre. Je vais utiliser l'image en totalité et je vais retirer les bords de la fenêtre. Donc la taille, c'est la taille de mon image. En hauteur, j'avais mis 235 et en largeur, j'avais mis 132. Voilà. Il me reste à ajouter ici des attributs de façon à régler correctement ma fenêtre. Je les copie-colle pour aller plus vite. Voilà. Donc, je lui dis que le fond est transparent. Je lui dis que effectivement l'application est transparente. On permet la transparence sur cette fenêtre-là. Que le style de fenêtre est none, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la barre de titre et on ne va pas avoir les bords tout autour. Et enfin, que je ne veux pas l'avoir dans la barre des tâches de Windows. Comme ça, j'ai vraiment mon image et c'est tout. Enfin, mon image. Ce que je vais mettre à l'intérieur de Gride plutôt. Et c'est tout. J'enregistre. Et maintenant, dans Gride, je vais mettre deux choses. Je vais commencer par mettre l'image en elle-même. Alors, l'image, je l'ai mis comme ceci. J'ai mis ici, alors il faut changer le chemin, ici il n'est pas bon, hein, c'est Counter YouTube. Voilà, c'est logo PNG. J'ai mis la largeur et la hauteur la même que celle de la fenêtre. Et je l'ai aligné en haut, peu importe. Et ensuite, dedans, je vais mettre une zone de texte qui va servir à afficher le compteur. Cette zone de texte, elle va être affichée par au-dessus, puisque le conteneur Gride va superposer les éléments. Simplement, l'alignement vertical est en bas. Donc ça va s'afficher en bas. J'ai mis une police un peu plus grande et j'ai centré la police pour que ce soit plus joli. Et enfin, c'est la partie qui est intéressante ici, la valeur. C'est pas une valeur dure, hein, c'est pas en dur, je vais mettre Toto ou je sais pas quoi. Je vais mettre la valeur d'un compteur que j'ai appelé counter. Ça se fait avec la propriété binding qui est mis entre accolades. Donc je vais binder à une propriété de ma fenêtre. En fait, en réalité, du contexte de ma fenêtre, on verra comment on le met après, le contexte de la fenêtre, et ce sera une propriété qui s'appelle counter. Simplement, au passage, je lui dis comment l'afficher, parce qu'il lui va faire mon contexte.counter.toString. Oui, .toString, d'accord, mais comment? Eh bien, je veux, comme ça va être un time span, donc un intervalle de temps, je veux que tu le formates en mettant les jours, l'heure, les minutes et les secondes, avec des 2 points entre deux. Voilà, tout simplement. On a fini de formater la fenêtre et l'affichage graphique est bon. Ensuite, on va... alors, j'ai dit que j'étais transparent. J'ai oublié une petite chose. J'ai dit que c'était transparent et j'ai effectivement une image transparente. Cependant, ça ne me plaît pas beaucoup parce que la transparence ici, elle est trop forte. On est complètement transparent et il n'y aura pas d'effet intéressant. Surtout, on ne saura pas lire le texte. Donc, je vais mettre un calque. Et puis, je vais prendre une couleur. Je vais faire un dégradé du blanc vers transparent. Alors, je vais zoomer un peu pour qu'on voit mieux. Et je vais faire ça comme ça, vous voyez. Je vais mettre la transition ici, hein, un peu au milieu. Alors, assez bas quand même. Voilà. Et je la réenregistre. Voilà, j'avais oublié ça. Désolé. Je repasse sur le code. Et on va aller sur la partie vraiment code ici, Windows CS, où on a un objet main Windows qui dérive de Windows. Ce qui veut dire qu'il y a plein de propriétés qui sont déjà en place. Il y a un constructeur main Windows qui fait l'initialisation des composants, c'est-à-dire qui va utiliser le XAML pour faire tout l'affichage qui nous intéresse. Alors, on va commencer par définir quel va être le contexte de ma fenêtre, c'est-à-dire où est-ce qu'il va pouvoir aller chercher cette propriété counter. Ça se fait avec le data context. Donc, on définit simplement data context égale, et ici, on vient lui indiquer un objet. Alors, pour faire proprement, on devrait créer un objet modèle et lui assigner. Ici, on va faire une version plus simple pour pas que ce soit trop long. On va affecter this. C'est-à-dire que toutes les propriétés que je vais déclarer ici, directement dans la classe, seront disponibles au niveau de du XAML. Hein. Alors, je pourrais définir une variable de type timespan que j'appellerai counter. Mais ce ne sera pas une variable, ce n'est pas une propriété, ce ne sera pas exploité par le XAML. Je suis obligé de définir une propriété, donc comme ceci, timespan, counter, sauf que ça c'est une propriété simple. Si je l'affecte, ça va marcher au tout début. Mais quand on va changer la valeur du compteur, ça ne fonctionnera pas, parce qu'il n'est pas au courant que la variable a changé. Une variable, c'est un objet simple en mémoire. Donc il va falloir passer par une variable intermédiaire qu'on peut stocker ailleurs, et pouvoir prévenir quand c'est fait. Quand ça change. Donc pour ça, on va utiliser une propriété full, donc ici, toujours de type timespan, donc une variable membre que je vais appeler counter blanc souligné, et ma propriété complète que je vais appeler counter.
Alors, ça marche presque. Il suffirait ici d'aller mettre une instruction, ici quand on fait le set, pour dire au framework, ça a changé, vas-y, mets-toi à jour. Bon, il se trouve que ça marche pas comme ça. Ça aurait pu, mais c'est pas suffisant. Ils ont fait un système qui est un peu plus sophistiqué autour de ça. Il faut implémenter ce qu'on appelle une dependency property. Alors, vous allez voir, c'est tout simple. Hein. Si j'ai, excusez-moi, un petit problème pour mon copier-coller, il faut que j'aille chercher l'élément. Alors, le voilà. Alors voilà, je vous copie-colle, j'ai mis ça dans une région, compteur. Hein, et dedans, vous voyez, j'ai bien une propriété de type timespan qui s'appelle counter. Simplement, elle fait un return et un get, enfin un set et un get, depuis un objet, depuis l'objet lui-même, depuis Windows, qui a en fait un dictionnaire de ressources où on met un nom et auquel on va pouvoir mettre en cache, en quelque sorte, des objets. Et lui, il va surveiller tout ça. Donc, le nom, ce n'est pas un nom de variable, en fait, le nom dans le dictionnaire, ça doit être un objet de type dependency property, qui est défini juste en dessous. Donc, j'ai effectivement une dependency property qui est définie en statique, read-only, counter property, et c'est une dependency property, un enregistrement de dependency property. Donc, on enregistre dans le dictionnaire qu'il va y avoir une propriété counter, même pour faire plus propre, on va même mettre un name of counter, comme ça si je fais un renommage, ben je le conserve, hein, regardez, je fais ça, F2, je mets un petit 2 derrière, hop, il me l'a tout transformé ici aussi, ce qui évite des erreurs en cas de renommage. Hop, voilà, je remets counter. Donc elle est de type timespan, hein, effectivement, elle est de type timespan, et elle est dans le type main Windows, c'est le conteneur, c'est main Windows. Et on lui affecte une valeur par défaut sous la forme d'une new property metadata, et là, comme c'est un timespan, chez un new timespan, je mets 000, je mets 0. Hein, d'ailleurs, je vais mettre 0, ça marchait aussi. Voilà, et c'est tout, on a notre compteur qui est défini. Alors, on va faire un petit peu plus propre, ici on va définir une région, avec les variables et les membres, parce que je vais en avoir plusieurs. Voilà, alors je ne l'ai pas mis au bon endroit, désolé, c'est parce que ça fonctionne pas pareil, ça réagit pas pareil dans Visual Studio et dans VS Code, donc je me trompe assez souvent avec ça. Voilà, donc on a la variable est définie, elle peut être affichée. Maintenant, il va falloir la calculer. Donc maintenant, pour calculer, on va faire une propriété qui calcule cette valeur-là quand on l'appelle, et puis après, on verra à quel moment et quand on l'appelle. Donc c'est assez simple, il suffit de faire simplement la date de l'événement moins le temps courant. Donc je vous mets ici une propriété setTime qui va faire counter égale une constante qu'il faut définir qui est la date de l'événement moins le datetime_now. Donc on va définir notre constante. Pardon, je me trompe dans mes raccourcis clavier. Voilà, alors on ne peut pas faire une constante sur un datetime, donc j'ai créé un public read-only statique, si vous ne mettez pas ça, ça marche quand même, et j'ai créé donc un datetime avec la date de l'événement. Donc là, les JO commencent à l'heure française, je suis en France, à 13 h, le 23 juillet 2021. Voilà, j'ai donc de quoi calculer la valeur du compteur n'importe quand. Alors n'importe quand, c'est pas n'importe quand qui m'intéresse, c'est de le faire de façon périodique. Donc pour ça, je vais utiliser un timer. Un timer, c'est quelque chose qui va se déclencher régulièrement en fonction de l'intervalle que j'aurai défini et qui va faire une action. Donc on va définir dans les variables un timer, c'est un dispatcher timer qui ne connaît pas ici, c'est normal. Il faut que j'aille le chercher dans User, dans System Windows Threading. Rafraîchi, hop. Hein, c'est bas niveau, hein, c'est au niveau du thread, donc c'est plutôt performant. Et ben, c'est bien beau de l'avoir déclaré, maintenant il faut le créer. Donc on va le créer ici, dans mon constructeur. Donc timer est égal à new, d'ailleurs on va faire new tout court. On fait un intervalle de temps de 1 seconde, je vous mets la doc pour qu'on voit là, ici. J'ai bien mis 0 heure, 0 minute, 1 seconde. Toutes les secondes, il va se déclencher. Et il va déclencher quoi? Il va déclencher... Alors, normalement, il devrait déclencher setTime, mais je vais mettre une fonction entre deux pour des raisons de code propre, parce que ça, c'est fonctionnel, alors que ça, c'est technique. Donc, je vais créer une fonction timer ticker. D'ailleurs, vous verrez après que j'exploite cette façon de faire. Je l'ai mis dans une région, et je vais mettre mon setTimer dedans, dans cette région aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à l'intérieur? Ben, vous voyez, alors ça, on n'en a pas encore fait pour le moment. Hop, on va le faire
comme vous devriez l'avoir pensé au début. C'est-à-dire, voilà, timer, ticket, j'appelle setTime. Donc c'est vraiment un raccourci, c'est là que pour faire propre dans le code. Après, je vais l'utiliser différemment et vous verrez que ça a une utilité autre que l'esthétique du code. Alors, une fois qu'on a fait ça, bah, c'est terminé. On a le code qui fonctionne, on peut lancer l'application et ça marche. Mais on ne va pas le lancer tout de suite, on va rajouter des petites fioritures pour que ce soit plus exploitable. Donc la première chose qu'on va faire dans les événements pour rendre ça plus pratique, c'est le positionnement. Là, actuellement, la fenêtre, elle va se lancer n'importe où, alors que moi, je voudrais qu'elle soit à un endroit particulier de l'écran toujours, et je ne peux pas la déplacer puisque je vous rappelle qu'on a dit qu'il n'y avait pas de bord, hein, ici avec Windows Style None. Donc, il va falloir le calculer nous-mêmes où on le positionne. Et on va faire ça, pour le moment, on va le faire au démarrage, ici, à l'initialisation des composants. Voilà. Donc, on a la propriété left de la window. Je vous rappelle qu'on n'est pas une classe de base, on est window. Donc, left et top, ça permet de positionner à gauche et en haut. Donc, à gauche, c'est quoi? C'est normalement la largeur de mon écran. On va revenir sur la constante après. Moins la largeur de ma fenêtre, moins une marge. Donc là, j'ai mis 10. Et pareil pour la hauteur, où j'ai mis une marge de 50. Alors ici, la constante, c'est System Windows System Parameters Primary Screen Width. C'est la largeur, tout simplement, de l'écran principal. Si on veut travailler avec des écrans secondaires, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut directement en C#. Donc ça dépend du système d'exploitation et il faut faire des appels d'invocation d'API natives. Donc pour le moment, moi ça ne me dérange pas, l'écran principal, ça me va très bien. Alors ça va me le positionner, c'est bien, mais ce qui me manque, c'est que j'ai besoin que ça reste en haut, quelles que soient les fenêtres qui soient affichées. Donc quand j'ouvre des nouvelles fenêtres, il ne faut pas que ça recouvre mon compteur. Pour ça, il y a une propriété topmost, il suffit de mettre à vrai, et ça va la laisser en dessous. Alors, ce code-là, il est fonctionnel, mais il y a une petite chose qui ne me va pas dedans, c'est que il peut y avoir des modifications sur l'écran. Parce qu'on peut changer de résolution, on peut faire des zooms, on peut... qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des Windows P pour utiliser un écran externe, ce genre de choses. Donc, on va le recalculer systématiquement. On va faire tout ça. Et puis, remettre le topmost aussi à chaque fois que l'intervalle, le timer se déclenche. On va le faire à chaque fois. Comme ça, on se rassure. Hein. Donc, je vais créer ici une fonction qui s'appelle AutoSetPosition. Je vais déplacer le code à l'intérieur. Voilà. Alors, je ne fais pas les réalignements systématiques. Hein. Et l'auto-position, on va l'appeler où? On va l'appeler quand on déclenche le timer. Donc, pas dans cette time, parce qu'en termes de sens, c'est pas bon. Et là, vous voyez l'intérêt d'avoir utilisé une fonction intermédiaire. Cette fonction intermédiaire qui est une fonction purement technique, hein, puisqu'elle n'a pas de rôle fonctionnel. Elle va faire le set timer et elle va faire l'auto-set position. Elle fait les deux. Voilà, quand l'événement est déclenché, on veut faire deux actions complètement distinctes, c'est mettre à jour le timer et recalculer la position de la fenêtre. Voilà, c'est terminé pour cette partie-là, ça fonctionne complètement, mais on va l'enrichir encore de deux nouvelles fonctionnalités. Donc la première chose, c'est on va ajouter la fermeture. Parce qu'actuellement, j'ai une fenêtre qui n'a pas de barre et qui n'apparaît pas dans la taskbar, dans la barre des tâches de Windows. Donc comment je l'arrête? Un peu embêtant. Donc ça va être très simple, on va le faire au clic droit. Quand on fait un clic droit sur la fenêtre, et ben elle se ferme, tout simplement. Donc ça se fait simplement. Au niveau de l'initialisation des composants, ici, on va faire cet événement-là. Donc quand la mouse right button up, donc quand on appuie sur le bouton de droite, on va appeler une méthode onMouseRight button up, pardon, qu'on va créer immédiatement. Donc, je vais la créer en dessous et je vais créer une région pour aller avec la gestion de la fenêtre. Voilà. Ah, région, j'ai fait une faute. Région, voilà. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on fait? On fait close. Ça ferme la fenêtre courante. Il n'y a plus de fenêtre d'ouverte. Ça ferme l'application. C'est tout, terminé. L'application est presque terminée. Il manque un événement. Moi, j'aimerais que l'on puisse voir ce qu'il y a derrière le compteur et pouvoir travailler avec ce qu'il y a derrière. Parce que, évidemment, on travaille avec un écran complet, donc par moment, ça peut nous gêner. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'un petit événement fait qu'elle disparaît pendant un moment et puis elle revient. Donc, on va le faire sur le clic gauche, tout simplement, puisqu'on a fait sur le clic droit la fermeture.
et j'ai pas fait dans cet ordre-là, j'ai pas fait ça dans n'importe quel ordre, c'est parce qu'on a beaucoup plus besoin de le retirer rapidement que de fermer. Hein. Donc on va faire la même chose, c'est-à-dire que au niveau de l'initialiseur, ici, on va faire ceci, mouse up, on va s'abonner à l'événement sur une méthode mouse up qu'on va venir ici ajouter en dessous de celle-là. Alors on mouse up, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement, je vais changer l'état de la fenêtre. C'est une constante, c'est une propriété de Windows. Donc elle vaut, ici je la mets à Windows State Minimize, c'est-à-dire que je lui dis rétrécis-toi dans la barre des tâches. Or comme on a indiqué qu'on ne devait pas l'afficher dans la barre des tâches, ça veut dire qu'elle disparaît complètement. Bien sûr, comme j'ai indiqué, on va le faire pendant un certain temps. Derrière, il faut ensuite la réafficher. Donc, réafficher au bout d'un certain temps, par exemple 10 secondes, on va utiliser un timer, comme on a fait tout à l'heure. Donc, on revient dans les variables ici, et ici, on va définir un nouveau compteur. Hop. Voilà. C'est encore un dispatcher timer. Je l'ai appelé timer disappear. Il faut le créer. Donc, on va le créer ici, en dessous de la disparition temporaire, puisque c'est la suite. Voilà, je l'ai créé comme tout à l'heure, c'était un dispatch timer, hop, je peux faire un new tout seul. J'ai mis un timeline donc de 10 secondes, hein, vous mettez le temps que vous voulez, hein, peu importe. Et quand il clique, on va aller sur une méthode timer disappear text qu'il nous faut créer. Donc on va la créer ici, dans les gestions de la fenêtre. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien elle va faire le contraire de ça, le Windows State Minimize. Eh bien ici, on va faire un Windows... attendez, qu'est-ce que j'ai... Oui, c'est ça. On veut la faire réapparaître en fait, donc on va la mettre en normal. Voilà. Alors, petit problème, ce timer-là, on ne l'a pas démarré et on ne l'a pas arrêté. Donc, il faudrait peut-être le faire. Donc, au moment où on la cache, on va dire que le timer disappear, on le démarre. Et quand on va réafficher la fenêtre, inversement, on va l'arrêter. Voilà. On a terminé la partie code. On va fermer pour que ce soit bien propre et qu'on voit bien. Voilà, on n'a pas grand chose, hein. On a 133 lignes, c'est pas beaucoup. Et on peut même retirer une petite ligne ici qui sert à rien, voilà, comme ça c'est propre. On a 132 lignes et c'est tout. Maintenant on va voir comment exécuter ça. Pour cela, on va passer en plein écran de façon à ce que vous puissiez bien voir tout ce qui se passe. Voilà. Alors, première chose, c'est compiler. Il faut compiler ça. VS Code, ça compile tout type de langage, il suffit de mettre des extensions et tout, donc il va falloir lui dire qu'on veut compiler du C# et comment le compiler. Eh bien, tout simplement, on va accéder à la palette de commandes qui est en haut, CTRL-SHIFT-P, et je vais demander Build. Et il me propose Task Run Build. C'est la première option. D'ailleurs, vous voyez, il est raccourci CTRL-SHIFT-B. Je clique dessus. Il me dit, ben non, je sais pas, il n'y a pas de tâche de configurer, comment je fais? Et ben, il me propose de configurer une tâche de compilation. Donc je le fais, configure, et il me dit, bon là, il me donne des alertes pas importantes, et surtout, il me propose de créer le fichier task.json depuis un modèle. Ça m'arrange, comme ça, je n'ai pas à le faire de zéro. Et voilà les modèles qu'il me propose. Donc là, moi, je vais faire du .NET Core, ce qui sera bien compatible avec, si je veux le compiler ensuite sur Mac ou sous Linux. Donc .NET Core, voilà, il m'a créé ici, dans le dossier .vscode, un fichier task.json. Peu importe ce qu'il y a dedans, on ne va pas voir ça aujourd'hui, c'est ce qui va lui permettre de compiler. Donc je ferme, et je refais ma demande de build. Donc j'ai fait CTRL-SHIFT-B, et je fais build. En bas, on voit qu'il est en train de le compiler, j'espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Alors, il y a les dossiers obj et bin qui sont apparus, qui vont contenir les objets de compilation, et bin, c'est le résultat final du programme. Donc voilà, c'est compilé, on peut aller voir dans bin, hein, regardez, il y a des choses qui se sont créées, un bin debug net 5.0 Windows, alors on peut le compiler en release, mais là on s'en fiche pour le moment, et j'ai bien mon counter youtube.exe et la DLL qui est associée. Très bien, alors je referme le bin, hein, ça nous importe peu. Maintenant on veut le lancer. Alors pour le lancer, le problème, c'est on est le même que pour le task.json, c'est qu'il faut lui dire comment. On a ici le debugger, et dans le debugger, en dessous du run and debug, il y a un petit bouton Create and Launch JSON File. Je clique dessus. Alors, il a affiché quelque chose, mais ça a été trop vite. C'est un petit bug, je ne sais pas pourquoi il nous fait ça. Il suffit de recliquer une deuxième fois dessus, et il me demande l'environnement d'exécution modèle que je veux utiliser. Je vais utiliser du .NET Core.
Voilà, il m'a créé comme tout à l'heure un fichier de configuration qui dit comment on le lance. Et comme tout à l'heure, on ne va pas regarder ce qu'il y a dedans, ce n'est pas le sujet. Simplement, maintenant, on est prêt à exécuter ça. Donc on peut faire le play ici, mais souvent j'ai vu qu'il y avait des petits soucis quand on le lançait la première fois comme ça. Je vais essayer quand même, on verra. Donc il recompile, hein, on a le building en bas. Très certainement, je vais avoir un message d'erreur et il faudra le lancer avec la touche F5. Ou CTRL F5, je ne sais plus laquelle il faut utiliser. CTRL F5, je crois. Voilà, vous voyez, il me fait des erreurs. Hein. Show error, on voit d'ailleurs, c'est... Pardon, ils sont dans terminal, je crois. Voilà, c'est des erreurs un peu bizarres parce qu'il me demande, il me dit que des fichiers qu'il ne les trouve pas. Je pense que c'est parce qu'ils sont dans le CSproj par défaut dans le modèle alors qu'ils ne sont pas réellement présents dans la création du modèle. Mais j'en ai pas besoin de toute façon de ces fichiers-là. Alors comme je vous disais, je vais essayer le CTRL F5. Il va recompiler. Voilà, c'est un peu long, désolé. Encore une fois, hein. C'est fait comme tout à l'heure. Voilà, les projets sont à jour. Ah, ça y est, il le lance. Il y a des informations dans la console débugage. Vous voyez, il est apparu, il est ici. Donc on l'a, il est transparent. Hein. Si on se place sur autre chose, par exemple, on va se mettre sur Google. Hein, comme ça, on a quelque chose qui est blanc, et il est bien blanc. Et alors on va se mettre sur un autre, on va aller sur Paint. Hop, sur Paint, on voit bien aussi la transparence. Bon, elle n'est pas très jolie, j'ai fait un effet sans le faire exprès ici. Enfin, c'est un style quand même. Voilà, alors on va tester nos fonctionnalités. La première, c'était de faire disparaître ça pendant un certain temps. Au passage, vous voyez qu'il n'est pas dans la barre des tâches. Donc c'était le clic gauche. Parce que je veux accéder à ce qu'il y a en dessous, là, je vois pas ce qui est marqué sur la barre. Donc je fais un clic gauche, il disparaît. Et je vois qu'il était marqué C#, donc c'est le langage utilisé, et CRLF pour le retour à la ligne. Alors j'ai d'autres informations. Et puis au bout d'un moment, au bout de 10 secondes, je ne les ai pas comptées, désolé, mais ça réapparaît. Et voilà, et d'ailleurs, vous avez vu, elle était apparue en bas, et elle est remontée en haut après. Au passage, je ne l'ai pas indiqué, mais le compteur fonctionne bien. Il reste 21 jours, 14 heures, 22 minutes et 28 secondes avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2020. Dernière fonctionnalité à tester, l'arrêt. Donc vous voyez ici dans le VS Code, on est attaché au débugger, donc on voit qu'il est en route. Et quand je vais faire un clic droit, non seulement il va disparaître, mais ici le débugger va s'arrêter. Clic droit, hop, il a disparu et le débugger s'est arrêté. C'est terminé. C'était un peu long, d'ailleurs vous avez dû voir le soleil qui se baissait derrière, puisque c'est devenu plus sombre. J'espère que ça vous a plu, que c'est pas trop long, que j'ai bien expliqué ce qu'il fallait pour pouvoir le refaire vous-même. Donc je vais mettre dans la description le lien vers Paint.net, vers VS Code, et qu'est-ce que j'ai oublié? Paint.net, VS Code, et le .NET Framework. Et puis voilà, et j'espère que vous serez content de le réaliser et que vous pourrez l'utiliser pour d'autres événements dans votre vie. Je vous rappelle encore une fois que j'ai d'autres projets qui vont arriver, notamment des projets d'impression 3D et d'autres projets de code, et alors de la domotique quand j'aurai des éléments. Pour le moment, j'en ai pas de particulier à vous montrer. Je vous rappelle encore également de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de partager. Voilà, et bien ce sera tout, et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.